Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je m'appelle Nadège. Quand j'étais petite, j'avais pas de sentiment de faim et je ne grossissais pas du tout. Quand il a été question de me poser justement la question « Est-ce que moi j'ai faim ?» Là, en fait, je me suis dit « J'ai pas faim, je mange pas ». C'est devenu ma normalité. Et là, ça a commencé à déraper. Je ne me voyais jamais maigre. La chose quand même qui m'a fait me questionner sur le rôle de l'alimentation, c'est quand j'ai eu ma fille. Et il y a cette faim qui est venue. Et mon corps, il a dit non. Il a dit c'est pas du tout une bonne idée de reprendre ce système de carence alimentaire et compagnie. J'ai commencé à avoir des migraines insupportables. J'étais incapable d'aller jusqu'aux toilettes, je rampais par terre. Et là, la chute, elle est devenue vertigineuse. Ça m'a demandé vraiment d'avoir de la compassion envers moi et de me dire mais regarde tout ce que tu peux faire à nouveau. Parce que j'ai repris du poids. Il n'est plus question d'ignorer ce que te dit ton corps, maintenant t'écoutes. C'était ça mon truc. En prenant soin de moi et en me donnant de l'amour, je peux leur en donner encore plus à eux. Bienvenue dans l'épisode 70 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Dernier épisode avant les fêtes de fin d'année et dernier épisode de 2022. Depuis mars 2021, les épisodes du podcast ont été téléchargés plus de 64 000 fois. Merci de votre fidélité et de votre enthousiasme pour la pleine conscience du pouvoir. Nous sommes très heureux que cette aventure puisse vous accompagner dans votre processus pour retrouver une relation plus sereine avec votre alimentation et votre image corporelle. Merci à vous de vos écoutes et de vos notes sur Spotify ou Apple Podcast. N'oubliez d'ailleurs pas de vous y abonner à la pleine conscience du pouvoir, vous ne raterez ainsi aucun épisode. Et si toutefois vous ne l'avez pas encore téléchargé, savez-vous que je propose un guide des épisodes du podcast qui va vous permettre de retrouver tous les épisodes classés par thème et ainsi de trouver plus facilement celui ou ceux qui vous soutiendront le moment venu. Le lien pour obtenir gratuitement votre guide se trouve dans la description de l'épisode. Pour ce 70e épisode, je vous propose d'entendre le témoignage de Nadège. Petite fille et adolescente, Nadège ne ressentait pas la faim. Arrivée au collège, elle s'est questionnée, voyant ses camarades affamés dans la queue à la cantine, et elle a commencé à se poser des questions, puis à se dire « Non, je n'ai pas faim, alors je ne mange pas ». Et manger était devenu finalement juste une perte de temps pendant de nombreuses années. Nadège a découvert la faim lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant parce qu'elle avait des envies spécifiques pour certains aliments. Mais dès après la naissance de sa fille, elle est retombée dans la restriction jusqu'à ce que son corps lui dise « stop ». Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre échange ainsi que le processus très inspirant de Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir pour que tu viennes nous apporter ton témoignage. Et est-ce que tu veux bien, Nadège, commencer par te présenter ? Oui, avec plaisir, mais je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Nadège, j'ai une petite famille de 2 enfants qui ont 10 années d'écart et un mari. J'ai enseigné pendant un peu plus d'une dizaine d'années jusqu'à il y a 2 ans où voilà, on s'est croisés, nos chemins se sont croisés à un moment donné. Je t'ai dit, c'est plus possible. Et à ce moment-là, ma route a dévié et je suis devenue coach. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes atypiques sensibles. Voilà, c'est ce moment où on s'est rencontrés qui a été ce moment charnière aussi dans ma vie professionnelle. Oui,
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de préciser comment nous nous sommes rencontrés. Alors, via Instagram, encore une fois. À chaque fois, je dis quel merveilleux réseau Instagram peut être pour faire des rencontres, créer des liens. Et nos chemins se sont croisés sur ce réseau social. Et puis, nous nous étions vus pour Ah non, j'avais fait gagner un bilan de potentiel. Oui, c'est ça. À l'époque, tu sais, ça fait genre, mais c'était pas si vieux que ça. Mais à l'époque, c'est tellement de choses depuis. Oui, c'est passé tellement de choses depuis. Mais c'est vrai que oui, tu avais gagné ce concours pour faire un bilan de potentiel. Ce sont des bilans que je propose plus d'ailleurs actuellement, mais qui t'avaient permis d'éclairer un petit peu la route. Et j'étais vraiment très heureuse d'avoir pu contribuer à ton cheminement à ce moment-là de ton parcours, en fait. Ouais, mais ça, c'est de chouettes souvenirs. Et c'est vrai moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Tellement il y a eu de mouvement derrière. C'est ça, tellement il s'est passé de choses. Alors notre intention aujourd'hui, c'est de venir discuter ensemble de ta relation avec ton alimentation, qui elle aussi a connu pas mal de mouvements. Oui. Et je trouvais vraiment très très intéressant que tu viennes nous en parler. Donc je ne sais pas par où tu as envie de commencer. Comment tu as envie d'apporter ce témoignage ? Je pense que déjà poser les bases, revenir à mon enfance, parce que Oui. c'est aussi ce qui contribue à l'évolution que j'ai pu avoir avec mon rapport à la nourriture. Quand j'étais petite, en fait, je pouvais manger. J'avais pas de sentiment de faim, j'avais jamais faim. Et je ne grossissais pas du tout. Alors, ce qui m'a valu, à l'école primaire, ça allait parce que j'étais dans mon petit village, tout le monde se connaissait. Par contre, quand je suis arrivée au collège, ça m'a valu des remarques comme tu manges pas, t'es anorexique, on peut pas être aussi maigre que ça si on mange. Et là, il y a eu ce moment où j'ai commencé à me poser des questions sur est-ce que je fais bien, est-ce que je mange bien, voilà. Et là, c'est ce moment charnière-là où je me suis un petit peu questionnée sur est-ce que je fais comme tout le monde. Il y avait ce côté-là. Et à côté de ça, tes parents, ton entourage, ça alertait pas plus que ça, ou les médecins, enfin... Non, ma maman, ça alertait pas parce que pendant son enfance, elle a toujours été très maigre. Et elle avait une grand-mère qui lui disait mais il faut que tu manges, il faut que, alors chez nous on dit que tu te remplumes. Tu vois, ce côté un peu coussin. Oui. Mais du coup, pour elle, c'était pas alarmant parce que c'était quelque chose qu'elle avait vécu. Et le fait qu'on l'enquiquine avec ça, ça lui avait cassé les pieds. Donc, il était hors de question qu'elle m'embête aussi avec ça. Bien sûr. Il y avait ce côté un peu, je vais pas non plus m'alerter alors que pour moi, ça s'est bien passé. Et après, j'avais des fois une de mes grand-mères qui pouvait me dire, oh bah vas-y mange, tu peux, ou des choses comme ça. Mais c'était jamais insistant. Oui. Alors que voilà, après, comme j'avais pas cette sensation de faim, c'est là où ça venait, parce que je voyais au niveau du collège, en primaire, on était 7 du même niveau, du même âge. Donc forcément, en termes d'exemple, de modèle, il y avait pas grand-chose. Donc vite fait, je pouvais me dire, oh bah c'est normal, on fonctionne tous d'une façon différente. Alors qu'arrivé au collège, je voyais qu'il y en avait pas mal qui disaient, ah ben j'ai faim, ah ben il est là, on fait la queue pour la cantine, et voilà, il y avait ce côté, oh j'en peux plus, j'ai faim. C'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Donc quand il a été question de me poser justement la question, est-ce que moi j'ai faim, là en fait je me suis dit j'ai pas faim, je mange pas. C'est devenu ma normalité. Et là ça a commencé à déraper. Au niveau de mon alimentation, il arrivait que je ne mange pas du tout à la cantine le midi, parce que j'avais des amis qui mangeaient à un autre horaire, donc ils avaient déjà mangé. J'avais pas envie de perdre de temps, j'avais pas faim. Eh bien oui, il n'y avait pas ce signe physiologique, et d'aussi loin que tu te souviennes, si j'ai bien compris, déjà toute petite, il n'y avait pas cette sensation-là. Et en plus, tu avais tellement d'autres choses à faire, quoi, bien plus intéressantes. Mais oui, et c'est important ce que tu dis là, parce que c'est une des phrases que j'ai eues, mais pendant très très longtemps. Quand je mange, je perds du temps. C'est ça. Mais pendant longtemps, c'était ça dans ma tête, et puis je le disais. Non, mais je vois pas l'intérêt d'être à table, on perd du temps.
Donc forcément, là, ça vient questionner un petit peu. Et du coup, il n'y avait pas donc cette sensation de faim, mais pas non plus ce truc de manque d'énergie ou de fatigue. Non. Alors, c'est quand je continue sur le chemin. Oui. Mais en fait, ça faisait beaucoup rire ma maman parce que quand j'étais au lycée, je me couchais toujours très tard. Et par contre, alors ça pouvait être à peu près une fois par mois. Je rentrais, je me couchais et je me relevais le lendemain. En fait, j'avais besoin, tu sais, d'une espèce de sas de sommeil. Donc en fait, il savait, il me voyait pas. Je mangeais pas, j'allais me coucher directement, je tombais. Et hop, donc cette énergie finalement, c'était pas très stable quand même, il y avait un truc. C'est rare que quelqu'un arrive, se couche directement et fasse 12 ou 14 heures de sommeil et se relève le lendemain. Au lycée, mais ça a été la même chose en fait. Je mangeais pas le midi pour des trucs tout bêtes, hein, mais déjà ça coûtait de l'argent, donc je préférais dépenser l'argent de poche que j'avais dans autre chose. Mes parents me donnaient une somme pour manger le midi. Des fois, je mangeais parce que j'avais envie de faire comme tout le monde, c'était un plaisir de partager. Et puis, comme j'avais des copines qui faisaient le ramadan, au moment du ramadan, je mangeais pas. Et là encore, c'était une histoire de, je vais pas perdre mon temps à aller manger, pas passer le temps que j'ai envie de passer avec elle, à faire ce truc qui me sert à rien, quoi. Ben c'est ça. Ça n'avait aucune utilité, en fait. Et c'est ça, et j'avais pas cette conscience du potentiel danger que ça pouvait être de ne pas manger. C'est à ce moment-là où, ça commençait à être des moments où je mangeais pas du tout, des moments où j'allais manger beaucoup, et j'alternais, jusqu'à me créer ces douleurs à l'estomac à chaque fois que je mangeais beaucoup. Parce que mon estomac, il avait pris l'habitude, hein. C'était petite quantité. Donc, le corps, quand on lui donne une grosse quantité, il sait pas quoi en faire. Et oui. Et après, mais ça a enclenché le truc du « Ok, manger, ça fait mal en plus ». Eh oui, tu rajoutais ça. Donc là, ça commençait à faire beaucoup. Manger, ça sert à rien. Et en plus, ça fait mal. C'était une relation à l'action de s'alimenter qui devenait de plus en plus... Il y avait ça coûte de l'argent en plus. Donc, aussi. À un moment, ça va bien. Et finalement, mais ça a été vraiment une catastrophe à cette période-là. Quand je vois les photos, en fait, j'étais vraiment très, très maigre. Oui, donc ça, c'était, quand tu dis à cette période-là, c'est arrivé au lycée, en fait. Oui. Et ça durait depuis le moment au collège où tu t'es posé cette question, mais moi, c'est quoi mon comportement ? Ah mais oui, est-ce que c'est quoi la norme ? Enfin, quelque chose comme ça. Mais puis en plus, au collège, il y a ce suivi de un tel n'est pas allé manger, on va lui demander pourquoi il n'est pas allé manger. Donc on peut dire « Ah, j'avais pas faim, je me sens pas bien » une fois. Et oui. Et un peu. Alors qu'au lycée, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui vient vérifier quoi que ce soit. Et non. Donc là, c'est la porte ouverte. Pour moi, ça a été la porte ouverte à un grand n'importe quoi alimentaire. Oui. Il y a des fois, le midi, j'allais acheter, alors quand c'était la saison des fraises, c'était une barquette de fraises que je partageais avec une copine. C'est tout ce que je mangeais. Oui. Et je tenais debout sans problème. Oui. Et ce que je comprends, hein, tu vas me dire si je comprends bien, c'est que derrière tout ça, il n'y avait aucune intention de contrôle de silhouette, de poids. Enfin, c'était vraiment cette question de la non-faim et de la perte de temps, perte d'argent. J'ai autre chose à faire, quoi. Mais en fait, c'est ça. C'est que, mais bon, après, il y avait cette image corporelle. Je ne me voyais jamais maigre. Maintenant, je suis capable de le voir sur les photos de mon adolescence, sur mes photos les photos de mon mariage où je me trouve, mais c'est une catastrophe. Et là, maintenant, je suis capable de le voir parce qu'il y a eu ce travail que j'ai fait. Mais à l'époque, je trouvais toujours que de toute façon, même si je mangeais pas, c'était pas grave parce que il y avait des réserves, quoi. Alors qu'il n'y en avait pas le moins du monde. Mais... Et non. Et est-ce que ton entourage à l'époque, ça alertait pas parce que ça restait dans une constitution familiale aussi, cette minceur, cette maigreur ? Mais après, je pense que inconsciemment, je savais aussi m'habiller. Tu vois, c'était l'époque des bombers. Ça passe beaucoup plus facilement. Et oui. On voit rien. Il y a le blouson qui fait rembourrage à la place. C'est ça. Oui, il y avait des techniques de camouflage, même si tu
Tu te voyais pas vraiment comme t'étais. Enfin voilà, tu voulais pas qu'il y ait de questionnement. C'est l'inconscient. On va plus vers des vêtements qui vont comme des pantalons en velours, qui finalement donnent l'impression qu'il y a un peu plus que... Tu vois, c'est ça, quoi. Et Oui. finalement, quand je regarde, c'était ce que je faisais. Hein. Je cachais plus ou moins le fait que j'ai pas beaucoup de kilos, si on peut dire ça comme ça. Oui. Oui. J'étais en sous-poids par rapport à tout ce qui était Courbe. Voilà. Mais j'allais pas non plus chez le docteur. C'était très, très rare. Puis de toute façon, en plus, mon docteur m'a connue depuis ma naissance. Donc, C'est ça. pour lui, j'avais toujours été mince. Oui. Donc, ça continuait normalement. Eh bien oui, c'est ça. Tu suivais ta propre ligne, en fait, de croissance. Oui. Alors, tu disais que ça... Voilà, on en était à ton mariage, finalement. Hein. J'entends que c'était toujours un peu la même chose à ce moment-là. La chose quand même qui m'a fait me questionner sur le rôle de l'alimentation, c'est quand j'ai eu ma fille. Quand j'étais enceinte, je voulais qu'elle ne manque de rien. Donc là, ça m'a fait me questionner parce que faut savoir que déjà j'étais végétarienne, je mangeais jamais de viande. Quand j'ai été enceinte, j'avais envie de manger que de la viande. Donc là, c'est venu, tu vois, et il y a cette faim qui est venue. Ah, c'est là que tu l'as découverte finalement pendant ta grossesse. Mais plus par envie de manger quelque chose. D'accord. J'avais faim et j'avais des envies de manger quelque chose de précis. Oui. Donc là, c'est venu vraiment m'interpeller parce que c'était un truc que je connaissais pas. Alors déjà, la grossesse, j'étais enceinte à 21 ans, c'était voulu. Hein, je voulais pas avoir mes enfants tard. Et en fait, je me suis dit, ok, il faut qu'elle ne manque de rien. C'était pas par rapport à moi du tout. Non, c'est ça. Et ça a continué ce chemin sur la voie d'une alimentation plus respectueuse en fait du corps après, parce que je l'allaitais. Il faut quand même remplir certains besoins. Oui, c'était vraiment en lien avec les besoins de ton bébé, hein. Que ce soit pendant la grossesse ou après pendant la période d'allaitement. C'était pour elle qu'il fallait que tu t'alimentes correctement avec des aliments qui puissent venir l'aider à grandir. Trouver un équilibre. C'était vraiment ça. C'est une alimentation équilibrée. Tu vois, il y a eu ce changement dans ma tête de me dire ça sert pas à rien en fait. Et oui, ce n'est pas qu'une perte de temps finalement. Ouais. Et bizarrement, je l'ai ressenti pour ma fille et pas pour moi. Pour moi, non. Voilà, enfin, c'était pas grave. C'est ça. C'était vraiment j'allais dire un but externe. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça. C'est décentré complètement. C'est ça, exact. Donc, comme c'était pour elle, je le faisais. Je faisais attention. Puis il y a eu, la grossesse, c'est une prise de poids. Même si j'ai pas pris énormément, le corps change. Donc là, c'est venu me questionner sur, ok, mon corps, il a pris une autre forme. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ne pas manger, ça va suffire à retrouver la forme qu'il avait avant? Là, forcément, non. Parce qu'il y avait cette intention de retrouver le corps d'avant. Enfin, oui, clairement. Oui. Mais c'est parce que finalement, j'ai pas eu ces explications qu'on a maintenant de on accouche, le ventre il redevient pas plat du jour au lendemain. On perd pas tous les kilos qu'on a pris en accouchant. Ça, j'en avais jamais entendu parler. Il y a 20 ans, c'était même pas quelque chose qu'on abordait en famille. Oui, et puis je pense qu'il y a, et encore aujourd'hui, tu vas me dire ce que tu en penses, quand même cette injonction à retrouver le corps d'avant. Enfin, on va perdre vos kilos de grossesse, le ventre qui devrait redevenir aussi plat qu'avant, retrouver vos abdos, machin. Enfin, oui. Donc, difficile d'y échapper, en fait. C'est à cette période où je suis retombée dans le si je mange pas, ça va revenir comme avant. C'est parce ça. Que reprendre les habitudes que j'avais avant, pour moi, c'était synonyme de retrouver le corps que j'avais avant. Eh bien oui. Et la façon de t'alimenter que tu avais avant aussi. Et c'est ça. Mais du coup, ça a été... je reprends mes bonnes vieilles habitudes avec le... Manger, ça sert à rien. En plus, j'ai un enfant, donc je gagne du temps pour m'occuper de ma fille. Et oui. Il y a toujours de bonnes excuses. Bien sûr, ouais. Et toujours, tu vois, je sais pas si c'était le cas, mais je suis en train de me dire, je prépare pour elle, mais moi, il n'y a pas besoin, tu vois. J'achetais la viande par 100 grammes, parce que moi, j'en mangeais pas.
Je suis retombée dans mon non, c'est bon, je veux pas de viande. Donc j'ai acheté des portions de 100 grammes. Le boucher, il avait l'habitude, il me préparait plein de petites portions juste pour elle. Et en fait, c'est ce qui est c'est assez farfelu, quoi. Tu te dis, en fait, je prenais soin d'elle quand elle était dans mon ventre. J'ai toujours pris soin à ce qu'elle ait une alimentation équilibrée. Oui. Par contre, je me suis jamais souciée du fait que moi, mon alimentation, elle n'était pas équilibrée. Oui, il y avait un truc qui se rejoignait pas, qui venait pas se coller à cet endroit-là. Mais tu sais, c'est le fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Oui, avec le allez, mange, c'est bien pour toi. Enfin, et ouais, c'est ça. Ben oui. Et non, mais c'était vraiment ça. Et je voyais pas où était le problème. Ben non. Et c'est quand, je pense qu'elle a eu à peu près 1 an et demi. Je l'ai allaitée pendant au moins 7 mois, donc j'ai repris, tu vois. Et mon corps, il a dit non. Il a dit c'est pas du tout une bonne idée que de reprendre ce système de carence alimentaire et compagnie, de reprendre des compléments en gélules parce que des fois, on me disait faut peut-être prendre du fer, faut peut-être prendre du magnésium. Et le corps, il a dit non. J'ai commencé à avoir des migraines énormes, insupportables. J'arrivais plus à me lever, je pouvais pas marcher. Ma fille, elle jouait, elle faisait des puzzles à côté de moi et j'étais incapable d'aller jusqu'aux toilettes, je rampais par terre. Et en fait, j'étais suivie par un neurologue. Les migraines, elles ont duré. J'ai eu mon fils, ça s'est arrêté pendant ma grossesse. Et ça a recommencé après. Donc, je dirais que sur une 15aine d'années. Oui. En fait, mon corps, il disait non, mais je comprenais pas pourquoi. C'est ça. Et en fait, c'est à partir du moment où mon alimentation était déséquilibrée, j'avais encore plus de douleurs. Comment tu t'en es rendu compte de ça alors? Donc il y a eu tu parles d'une 15aine d'années où il y avait ces alertes et puis j'imagine toi qui cherchais dans tous les sens en fait ce qui se passait. Et c'est par élimination en fait. Parce que j'ai vu le neurologue, j'ai fait des scanners pour vérifier que j'avais pas quelque chose au niveau des yeux, de la tête. Et en fait, le truc facile, c'est que ça a été mis sur le compte des hormones. Parce que les migraines chez les femmes, c'est bien connu, ça vient toujours des hormones. Oui, et puis en plus, il y avait le fait que pendant ta seconde grossesse, plus de migraines, mais peut-être plus d'alimentation aussi. Enfin, et voilà, il est là le problème, c'est que je pense que je me suis à nouveau alimentée de façon correcte pour mon corps. Et du coup, il y avait plus ce souci de migraine. Donc, peut-être que les hormones, elles ont une petite part, mais il y a aussi le corps, il est suffisamment nourri. Donc, il se dit, c'est OK, en fait, elle est pas en danger de mort, j'ai pas besoin de mettre des alertes partout. Et c'est ça, je coupe les warnings, en fait. Sauf que, du coup, quand je suis retournée travailler aux 2 ans de mon fils, j'ai recommencé, je mangeais pas le midi parce que j'avais plein de trucs à corriger. J'étais enseignante, donc le midi, si on veut pas rentrer trop tard, autant corriger un maximum de trucs. Et je recommençais et je suis rentrée et dans cette boucle encore et encore c'est pas grave en fait. C'est parce que je suis stressée, c'est parce que je suis fatiguée, c'est parce que voilà. Mais tout sauf aller me questionner sur le fait que le midi, j'ai pas mangé, le matin, je mangeais pas non plus, il me restait un seul repas le soir. Et comme j'étais fatiguée, j'avais pas trop le courage. Et là, la chute, elle est devenue vertigineuse jusqu'au mariage parce que, en fait, j'ai axé toute mon énergie sur le fait que ce soit joli, ça se passe bien, tout soit calé. Puis mon papa était malade. Mon énergie, comme tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai replacée sur l'extérieur. Et je me suis oubliée en cours de route. Au moment où on s'est rencontrés, c'était, je crois que je pesais à peine 48 kilos. Tu vois, je fais 1m58. Donc, j'étais déjà descendue bien bas. Et je ne me pesais plus parce que j'avais peur que ça descende encore. Donc, la petite technique sympa, c'est que je me pesais après avoir mangé. Tu sais, pour cacher. Mais c'était idiot parce que, en fait, 1 semaine avant mon mariage, j'ai perdu, je crois, 5 kilos. Parce que tellement concentrée sur il faut que les invités soient bien logés, il faut que les prestataires arrivent à telle heure ou à tel endroit. En fait, j'ai complètement oublié de manger. Et là encore, j'avais pas cette sensation de faim. J'étais déconnectée de mon corps.
Et j'étais tellement déconnectée de mon corps que je me rendais même pas compte qu'au-delà de la migraine, j'avais des douleurs liées à l'endométriose. Je savais pas qu'elle était là. Elle est venue faire coucou. Ce qui fait que Ouais. quelques mois après le mariage, j'étais sous-alimentée, clairement. En dénutrition sévère, c'est ce qui est écrit sur Ah la... oui. Oui, c'était bravo. Mm. Et ben en fait, avec tout ça, les douleurs de l'endométriose, elles se sont réveillées plus, et j'arrivais même plus à marcher correctement. Je Mm. pouvais plus faire 100 mètres. Et là, je me suis dit, le corps, il a dit, stop, c'est fini. C'est ça. C'est ça, hein, c'est ce que j'allais dire, c'était des sacrés warnings, là, la vache. Enfin, je dis la vache, pardon, Mais, je suis non, un mais petit c'est peu... ça. Mais Hein, c'est que, waouh. en fait, j'ai rien écouté. Parce que peut-être j'avais cette éducation aussi du faut souffrir pour être belle, tu vois. Ce que tu veux dire, je te coupe, hein, Oui. je suis désolée, mais je suis avec cette non-connexion au corps dont tu parlais, qui fait que depuis toute petite, tu ne ressentais pas la faim. Alors après, il y a peut-être eu d'autres explications, hein, là-dessus, on y reviendra peut-être, mais et tu redis ça, cette déconnexion au corps, mais est-ce qu'elle va jusqu'à nier la douleur? Non, la douleur était forte et présente, elle, par contre. Alors, tu vois, j'ai eu un suivi psy, un médecin de la douleur, etc. Oui. Et ce qu'on est allé voir, c'est aussi que mon hypersensibilité a tellement ressentir, quand quelqu'un m'attrape le bras, j'ai un bleu. Donc en fait, pour moi, c'est rigolo parce qu'on en parlait encore avec mon mari, chaque contact peut être douloureux. Donc, comme j'avais cette habitude que la douleur fasse partie de mon quotidien, Eh ben oui. bah pour moi c'est pas grave, ça fait partie du quotidien. Bah c'est ça, c'est normal en fait. C'est ça. Et en fait, bah, le rapport que j'ai à mon corps, c'est en clair, mon corps est une douleur. Donc plus ou moins, C'est ça. il y a vraiment ce côté-là de, écoute, de toute façon, j'y suis habituée. Oui, mais n'empêche que dans cette période post-mariage, hein, là, ça commençait à hurler tellement dans la douleur. Enfin, ton corps était tellement que là, c'est devenu... tu étais immobilisée quasiment. C'est ça? Bah oui, mais même encore maintenant, je peux pas faire de vélo. C'est le seul truc que j'arrive pas à refaire. Ça m'a demandé comment dire, de renoncer parce que j'ai revendu mon vélo. Et ça faisait 4 ans que je l'avais eu en cadeau et que je me disais non, je vais pas le revendre, j'en referai. Et en fait, c'est tellement difficile et ça me fait mal pendant une semaine après, j'arrive pas à marcher correctement. Tu sais, j'ai une démarche de femme en fin de grossesse, quoi. C'est pas le truc. Tellement c'est douloureux. Et c'est ça. Et en fait, ça m'a demandé vraiment d'avoir de la compassion envers moi et de me dire, mais regarde tout ce que tu peux faire à nouveau. Et parce que j'ai repris du poids. Oui, alors raconte-nous justement, hein, on en était à ce post-mariage où est-ce que c'était là vraiment le creux du creux de la vague? Ouais. Ça a été ce moment où je me suis fait coacher parce que je voulais changer de boulot. Je pouvais plus supporter en fait mes journées avec les enfants. C'était insupportable. J'avais mal à la tête tout le temps, en fond, et j'avais des crises de douleur qui prenaient peut-être 3-4 jours. Donc ça se répétait 3-4 fois dans le mois. Il restait très très peu de jours où j'avais pas de douleur insupportable. Eh oui. Donc c'était plus possible. Il fallait que je change. J'ai essayé le mi-temps thérapeutique, rien n'allait. Et je crois qu'en fait c'est ça. C'est mon corps, il a dit tu veux pas m'écouter alors que je te préviens depuis des années et des années. Donc maintenant tu vas tout stopper et tu vas tout remettre à plat. Donc il y a eu ce côté. Il est temps de vraiment regarder tout ce qui se passe. D'arrêter de prendre un traitement et un autre parce qu'il y a les effets secondaires du premier et encore un autre, parce que j'en étais là. Hein. La douleur me causait de la fatigue me causait un état dépressif qui me causait une anxiété généralisée. Donc je prenais, à la fin j'étais arrivée, je crois j'avais 9 médicaments à prendre. Et là j'ai dit ça va plus. En fait, à partir du moment où on a fait ce bilan Potentialis, j'ai eu une prise de conscience à un moment de tout le travail que je faisais, du centre antidouleur, du travail qu'on a fait ensemble, du travail que j'ai fait avec Leïla aussi. Et là, à ce moment-là, j'ai dit c'est plus possible, je peux plus.
Et c'était un peu soit tout s'arrête, soit je vais mourir. J'avais cette impression, vraiment. Et mon papa, lui, il était sur sa fin de vie à ce moment-là. Donc, Oui. je me suis dit, tu peux pas quand même tout lâcher, alors que lui, il se bat à fond et qu'il lâche rien. Il y avait cette prise de conscience de, non, lui, il sait qu'il est en fin de vie, il lâche rien, il va jusqu'au bout et il avance. Donc, toi, il n'y a pas de raison. Ouais, c'était une sacrée leçon, on peut dire ça comme ça. Ouais, et finalement, c'est un cadeau, tu vois, que lui m'a fait, de nous permettre de l'accompagner sur ce Oui. chemin-là, et de se rendre compte que, en fait, il faut tout mettre en place pour être heureux, tout simplement, et profiter de tout ce qui se passe autour de nous. Comme une sacrée leçon de vie, hein, Mmh. c'est ça que j'entends, ouais. Bah oui. Et tu vois, ça a fait un micmac, hein. Je passais, allez, peut-être la moitié de mon temps à l'école à ce moment-là. Moi, j'étais à mi-temps. Je passais mes journées entre l'hôpital pour moi et l'hôpital pour mon papa. Et j'avais mes 2 enfants et mon mari. Ben oui. Donc, à un moment donné, ça a été de rééquilibrer tout ça. Ça a été ça, mon travail et la prise de conscience. Et ce qui a fait que j'ai repris du poids, c'est le jour où j'ai redonné mes clés de l'école. Ouais. Et j'ai dit à mon mari, j'arrête tous les traitements. Ah, dis donc, c'était une sacrée décision, Ouais. là. Mais parce qu'en fait, j'avais plus ce truc de je dois tenir parce que je peux pas me permettre devant, j'avais des classes de 30 enfants, de Mais dire oui. peut-être que je serais capable ou pas. Le ou pas, il peut pas exister. C'est une classe dans une école isolée. Je peux pas me permettre. J'ai en fait lâché là-dessus. Et le jour où j'ai arrêté mes traitements, j'ai revu avec le médecin de la douleur, avec le neurologue, avec le gynécologue, etc., ce que je pouvais garder au minimum. Donc, on a gardé pour l'endométriose et le reste, je vais faire avec. Donc, tout ce qui était migraine, c'est écouter, reconnecter à mon corps, repasser par tout ce qui va être méditation, tu vois, le scan corporel, et vraiment d'écouter. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai fait de la sophrologie au centre antidouleur aussi, ce qui m'a beaucoup aidé à aller voir. Il n'est plus question d'ignorer ce que te dit ton corps, maintenant t'écoutes. C'était ça mon truc. Oui. Et là, à ce moment-là, l'arrêt des traitements, l'écoute de ce qui se passe, et puis me faire de la place. Qu'est-ce que je veux vraiment? À ce moment-là, mon corps, il s'est installé tranquillement. Il s'est dit, ok, d'accord. C'est bon, là, ça y est, c'est J'ai mon tour. ça. J'ai le droit d'exister, tu vois, c'est vraiment ce truc. Moi, j'ai l'impression qu'il se dit, ok, j'ai le droit de prendre ma place, donc j'y vais. C'est ça. Et là, je viens de stabiliser mon poids depuis cet été, 2-3 mois. Oui. J'ai réussi à avoir un poids qui fait plus le yo-yo. Alors, qui est largement très très loin du concept de maigreur dans lequel j'étais. Oui. Mais qui est pas, tu vois, enfin, les gens ne comprennent pas. Quand je leur dis j'ai du poids en trop, ils me regardent, ils me disent bah non, quoi. Mais oui, mais c'est comme si ta référence était tellement, j'allais dire, brouillée. Enfin, je sais pas si ça va Ouais, de moi, le dire j'allais comme ça. dans les choux. Dans les choux. C'était ça, c'était tellement Et oui. surréaliste. Tu vois, il y avait ce côté où, en fait, ce que je voyais comme étant la normalité, c'était une maigreur. C'est ça. Puis alors, je trouve, et ça m'a fait beaucoup rire parce que sur ton Instagram, tu as mis une photo en story d'un corps, d'un mannequin avec un corps classique et puis d'un mannequin beaucoup plus mince à côté. Tous les mannequins qu'on voit depuis des années et Dans quand les on regarde vitrines, ouais. l'évolution de la Barbie, ça, c'est flagrant. Et moi, je me suis dit, ah mais mince, en fait, je préfère le corps qui a des formes. Et je me suis dit, bah waouh, il y a du chemin, quoi, parce que il y a même peut-être 5 ans, mais jamais j'aurais dit ça. Et oui, dans une représentation du corps qui change, que ce soit les images extérieures qu'à l'intérieur de toi. Hein. Ouais, parce que mon corps, là, j'ai beaucoup besoin de travailler encore pour pouvoir l'accepter tel qu'il est. Parce que, bah oui, j'ai des formes, parce que, bah, il y a des choses que je dirais qu'il faut que je tonifie, mais comme je ne pouvais pas faire de sport, Ben oui. on peut pas. Et puis, bah, voilà, c'est une acceptation de tous les jours. C'est pas gagné encore. J'ai encore des fois des pensées du ah ben je suis trop grosse.
Parce que tout simplement, entre ma garde-robe d'il y a 4 ans et celle de maintenant, sachant qu'en plus on a eu un long moment où on pouvait rien acheter, Mmh. forcément, je ne pouvais pas entrer dans mes vêtements. Mais oui. Et bah, c'était pour moi compliqué de me dire qu'il va falloir acheter d'autres vêtements. Mmh. Et c'est renoncer aussi, comme le vélo, tu vois. Mmh. Parce que tant qu'on a toujours ce truc qui dit « Ah mais peut-être que… » Oui, c'est tout un deuil en fait à faire, hein. Oui, c'est un deuil à faire de l'image que C'est j'avais de ça. moi aussi. Et en même temps, j'entends ce que tu disais tout à l'heure, de quand tu regardes les photos, par exemple l'époque de ton mariage, ouah, tu te dis ouais quand même j'étais maigre. Enfin, hein, il y a cette prise de conscience là aussi. Ouais, et tu vois, ça a été aussi un chemin à faire. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais se réapproprier son corps, c'est vraiment pour moi le plus difficile. C'est pas tant de perdre ou de gagner du poids. Enfin, Mhm. moi j'aime pas prendre du poids, c'est moche. Gagner, bah oui, parce que Voilà. ça peut être un sacré combat Mais aussi. pour Hein. moi, c'est une victoire. Alors Ouais. bon, la victoire a peut-être un peu dépassé les espérances. Mais tu vois, il y a ce truc de ça revient tranquillement, ça se cale, et j'ai un Oui, poids où la douleur, elle a diminué. Je peux oui. faire beaucoup plus de choses. Là, j'étais hyper heureuse. On est allé cet été aux Eaux de Beauval. On a fait 13 kilomètres à pied et j'ai pas eu mal. Hmm. Avant, je faisais 100 mètres. J'étais au bout de ma vie. Mais oui. Et justement, j'allais te demander à quel moment tu as vraiment fait le rapprochement, en fait, entre ton alimentation et la douleur, entre ton poids et la douleur. Quand j'ai changé de médecin traitant déjà, parce que en fait, mon médecin traitant ne voyait pas le problème. Forcément, j'avais toujours été très maigre. Eh ben oui. Donc, Hmm. à un moment, je me suis dit, je vais changer de médecin parce que pour moi, il y a un problème. En fait, c'est peut-être pas terrible, mais j'ai un médecin qui m'a dit, mais va falloir manger. Hmm. Ben oui, tout simplement. Et oui. Et là, je me suis dit, mais alors sur le moment, j'étais pas contente. Hein. Je suis Hmm. ressortie, je dis à mon mari, non mais alors lui, j'ai mal et tout ce qu'il me dit, c'est va falloir manger, mais Hmm. pour qui se prend? Hmm. Oui, parce que lui a fait tout de suite le rapprochement, en fait. Bah oui, parce que comme Hmm. je te disais, j'étais en dénutrition, donc pour lui, au vu de la prise de sang, Hmm. bah oui, il va falloir manger. Bon après, il m'a dit, puis en plus, il va falloir manger de la viande. Alors là, ça, c'était encore plus catastrophique. Euh, Hmm. Hmm. Parce que c'est pas un médecin qui se penche sur tout ce que tu peux manger, qui peut avoir des apports similaires Hmm. à de Oui, la oui, viande, tu vois. Mais pour lui, c'est pas son domaine. c'est ça. Mais pour lui, Hmm. c'était, tu vois, c'est un peu comme une relecture au fil du temps. Et maintenant, Mhm. je le vois comme, en fait, il va falloir faire une place pour tous les aliments, trouver un équilibre. Hmm. C'est bien beau de manger des pommes, des tomates, mais il va falloir manger autre chose que ça. Ben oui. Et justement, j'allais te demander aussi, au niveau de cette nutrition, est-ce que tu as été accompagnée par un professionnel ou, ou ton généraliste? Enfin, comment ça s'est Non. fait? En fait, j'adore me renseigner sur plein de choses. Hmm. Donc, bah, il y a des moments, tu vois, où je sens que c'est OK et que je peux y aller. Et il y a des Mhm. moments où ça m'énerve, tu sais. Ce truc Hmm. de, ben, en fait, il y a des choses que tu vas pas supporter parce que t'es pas encore prêt à les entendre. Mais tout comme Oui, le médecin m'a dit, il va être temps de manger. ben Et oui. en fait, j'étais pas prête à me faire accompagner par quelqu'un d'autre parce que je savais que c'était plus facile de diriger ma colère vers quelqu'un que vers moi-même. Hmm. Donc, j'ai eu ce besoin de me dire, OK, là, maintenant, Hmm. tu reprends les choses en main. Oui. Alors, c'est tout bête, mais manger quand mon mari mange le midi, parce que là, du coup, je suis obligée. Lui, il va pas Mhm. sauter le repas. Hein. Donc, comme je travaille de chez moi, mais ça a été, je mange un petit déjeuner en même temps que mon fils avant de l'amener à l'école. Hmm. Je mange le repas de midi en même temps que mon mari. Oui. Et le soir, pareil, je remange avec mon fils, parce que mon mari, il Hmm. a des horaires décalés. Mhm. Mais même s'il est de nuit, il se lève, il est midi, il mange. Hein. Donc, Oui, en fait, tu t'es mis un cadre, du c'est coup. ça. Et en fait, Oui. ça a été de me dire, même si je mange pas beaucoup, je suis à table et je passe du bon temps, un moment agréable. Oui. Tu vois, chaque midi, manger avec mon mari, c'est des temps qu'on n'avait pas avant. Hmm. J'étais la tête dans le boulot et on passait pas ce temps à deux. Oui. Donc c'est des moments, voilà, le moment où le matin,
Moi, je déjeune d'un côté et mon fils de l'autre parce que je ne supporte pas qu'on me parle le matin. Et lui, il aime pas non plus. Voilà, comme ça, vous êtes chacun dans votre coin. Et en fait, on mange quand même chacun notre petit déjeuner en même temps, mais pas du tout au même Oui. endroit, mais en même temps. Hmm, Et c'est ça, en fait, c'est d'en faire quelque chose d'agréable. c'est ça. Et est-ce que la sensation de faim, alors, est-ce qu'elle est venue finalement? Bah, quand je me suis décidée à écouter, parce qu'elle devait être là, en fait. Ouais. Sauf que j'avais pas du tout envie de l'entendre. Donc, Hmm. quand j'ai commencé déjà à faire des exercices de sophrologie, etc., Mhm, mhm. bah, j'ai ressenti qu'il y avait des trucs qui se Qui se passaient dans mon passait? corps. Mais oui. Mais Hmm. c'était ça. Et en fait, je crois que peut-être j'étais pas prête à l'entendre, tout simplement. Parce que bah, on a besoin aussi de tout ça pour se recaler. C'est un peu bizarre, hein. Mais Mhm. si j'avais pas eu toute cette période-là, je serais pas telle que je suis en ce moment et je serais pas consciente de ce qui se passe en moi. Hmm. Oui. Mais bon, après, c'est ça, c'est que finalement, c'est mes expériences de vie qui m'ont fait petit à petit reconnecter. J'étais en train de me dire, ah, mais ce serait une belle conclusion. Et en même temps, parce que je vois on va devoir bientôt se quitter, je veux quand même pas passer à côté de cette dernière question que je pose toujours, qui est, ben voilà, si tu avais une dernière chose à nous partager, quelque chose que nous n'avons pas encore exploré, comme, tu vois, le mot de la fin. Est-ce que voilà, tu aurais un mot de la fin en plus de déjà cette belle conclusion? Je pense qu'il y a une chose sur laquelle on ne s'est pas appuyé, c'était vraiment sur le apprendre à s'aimer tel qu'on est. Parce qu'il y a ce côté aussi, on est toujours en train de chercher des références ailleurs. Sans arrêt, moi, j'étais en train de chercher les besoins des autres. Mais Oui. d'aller voir, ok, qu'est-ce qui me rend heureuse? Comment je peux me donner de l'amour et du respect? Parce que finalement, j'aurais pas sous-alimenté un de mes enfants de cette Hmm. façon-là. Hmm. Donc, ok, je donne aux autres, mais qu'est-ce que je peux me donner à moi? Et d'oublier ce truc de oui, mais c'est égoïste de penser à soi. Non, Hmm. c'est pas égoïste en fait, parce que moi j'en étais arrivée à un point où la douleur était telle que je pouvais plus m'occuper de ma famille. En prenant soin de moi et en me donnant de l'amour, je peux leur en donner encore plus à eux. Oui, tu sais, c'est cette fameuse métaphore du masque à oxygène, hein. Je ne sais pas si tu la partages avec les personnes que tu accompagnes aussi. Mais c'est exactement ça. Et moi, je pensais que j'étais suffisamment forte pour ne pas du tout m'occuper de moi et avoir Hmm. suffisamment d'énergie pour les autres, mais ça marche Et pas. non, c'est même aller loin hein, pour que tu t'en rendes compte finalement. Et c'est ça, et je me dis en fait, quelque part, si j'avais écouté les alertes bah, il y a 20 ans, parce que ma Hmm. fille a 20 ans au mois d'avril, donc Mhm. j'aurais quand même gagné beaucoup en sérénité dans ma vie, parce que j'aurais pas eu toute cette période d'angoisse, de stress, Hmm. de burn-out, etc. aussi, hein, parce que ça vient amplifier. Et en même temps, tu le disais tout à l'heure, ça a été aussi grâce à, hein, je crois que Bah c'est oui. difficile de se le dire quand on est dedans, mais aujourd'hui avec le recul, tu peux aussi dire ça. Bah avec le recul, je sais que et c'est rigolo parce que c'est une phrase que ma fille m'a dite. Elle me dit mais je sais pas comment vous faites pour être toujours heureux parce qu'en fait, pour elle, en pleine adolescence, avec toutes les turbulences de l'adolescence, bah, c'était pas concevable de toujours avoir le sourire. Et en fait, je sais que je suis passée par des périodes tellement difficiles que maintenant, il y a beaucoup de choses qui pourraient rendre quelqu'un triste qui, moi, me passent à 10 000 au-dessus de la tête. Hmm. On peut considérer que bah, j'ai l'air de vivre au pays des bisounours, mais en fait, la douleur m'a accompagnée tellement longtemps Hmm. que bah là, de plus avoir de douleur, moi j'ai l'impression que tout est léger. Ouais, mais oui. C'est un peu, du coup, tu vois, tu te déconnectes un peu de toutes ces broutilles, quoi. Tu te Hmm. dis, ok, non mais c'est pas grave tout ça. Oui, ça te permet de relativiser beaucoup aujourd'hui. Oui, ouais, c'est ça. Hmm. Je te remercie beaucoup, Nadège, pour tout ce que tu as partagé avec nous pendant cet entretien. Est-ce que tu serais d'accord pour que les personnes te contactent et si oui, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, le plus simple pour me retrouver, ça va être sur Instagram. Le nom de mon compte, c'est les Créa Coaching de Nad. C'est par Oui. là que c'est le plus simple. De m'envoyer un petit message. J'échange bien sûr avec plaisir.
Je propose des petits temps où on peut s'appeler, même si ça n'a rien à voir avec le coaching. Faut pas hésiter à me mettre un petit message et à me dire, voilà, j'ai écouté le podcast d'Anne et j'ai envie d'échanger sur telle thématique. Voilà, enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup échanger parce que je pense que de toute façon, quelque part, mon partage vient nourrir les autres, mais chaque petit morceau qu'on peut me redonner aussi en venant partager avec moi, ça vient me nourrir et ça me permet aussi d'avancer. Donc, oui, un sacré cercle vertueux ça. Finalement. Je te remercie aussi pour cette proposition. Alors Nadège, bien sûr, nous mettrons avec Cathy le lien vers ton compte Instagram dans la description de l'épisode et dans l'article sur le blog. Passe une excellente fin de journée Nadège et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le témoignage de Nadège. Je vous laisse pour aujourd'hui en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. Le podcast fait une petite pause et nous vous retrouverons l'année prochaine en 2023. À très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.